Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui avec Émeric, qui est un participant de nos formations, qu'il a divisé un bien en 3 appartements. Et il y aura les photos dans la vidéo et le détail de ce qu'il a fait. Qui va se présenter et va nous dire un petit peu les opérations qu'il a fait, ce qui l'a poussé à investir dans l'immobilier. Salut Émeric. Bonjour. Tu peux te présenter un petit peu, me dire ce que tu fais dans la vie? Oui, alors moi je suis dans le tourisme, je suis un cadre dirigeant dans un hôtel parisien. L'immobilier, ça fait un petit bout de temps que j'en fais, c'était familial, c'est que j'avais mon père qui était artisan maçon. J'ai toujours été baigné dans le bâtiment et ensuite j'ai vite compris que ça pouvait être un très beau levier. Donc toi, tu fais des travaux? Je suis un très bon bricoleur du dimanche, pas forcément du samedi, je reste que le dimanche. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le niveau de revenu que tu as aujourd'hui? Le groupe familial, on dépasse les 5 000 euros. Ça nous permet d'aller chercher, faire du levier bancaire un peu plus loin. On va en parler juste après de l'effet de levier du crédit et du financement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus complexe. Donc on va voir un petit peu comment il a pu obtenir ces crédits, parce que Émeric va nous en parler, il a fait plusieurs opérations. Vous allez voir qu'il y a encore des possibilités aujourd'hui. Par rapport aux biens que tu as fait, tu as sélectionné, comment tu as fait pour les chercher, pour les trouver? Est-ce que tu as mis des choses en classe? Ça a été quoi ta façon de procéder? Principalement, j'ai fait 3 acquisitions en 6 mois sur 2022. Ça m'a pris 5 mois pour trouver la bonne affaire. C'était vraiment le relationnel avec les agents IMO, proche de chez moi, de la résidence. Je suis dans le nord de Paris. Je suis allé chercher les agents IMO à 1h30, 2h autour de chez moi, des villes aux alentours, pour pouvoir me déplacer et faire un maximum de visites. C'était du contact via Le Bon Coin et également sélectionner 2 voire 3 villes maximum, aller dans les villes, frapper aux portes des agences, distribuer des contacts, prendre les leurs et les relancer pour me faire connaître en tant qu'acheteur immobilier et potentiel futur investisseur multiple. Ouais, ça c'est intéressant. En fait, aujourd'hui, on sait que la recherche de biens, ça prend énormément de temps. C'est pour ça qu'il faut être organisé et faire comme Émeric l'a fait. Vous allez solliciter des agences, vous citez les agences, les communes dans lesquelles vous voulez investir. Vous ciblez bien ces communes-là, vous allez faire le tour sur Internet des agences IMO qui sont disponibles dans cette commune-là, vous faites une liste. Vous prenez une demi-journée pour aller faire toutes ces agences. Vous verrez, en une demi-journée, tu peux faire quoi, une dizaine d'agences à peu près? C'est ça. Moi, c'est ce que je fais. Dans à peu près 10 agences. Dans les 10 agences que tu vas sélectionner, tu as toujours 1 ou 2 contacts qui vont te rappeler régulièrement pour te proposer des biens. Donc tu vas te faire des contacts, tu vas tisser un réseau. Au fur et à mesure, tu vas voir que quand tu vas avancer en immobilier, ce réseau, tu vas t'en servir. Parce que les personnes qui t'ont sollicité une fois pour un bien, qui ont vu que tu as obtenu le financement et qui ont vu ce que tu faisais avec le bien, et ben ils vont te solliciter dès qu'ils auront des biens, ils vont t'appeler un promis. Et que ça va te permettre en dernier temps, tu vas plus avoir en fait à aller faire les recherches que tu as fait au début. Donc certes, les premières fois, ça t'a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, les agents t'appellent régulièrement. C'est ça. Et ce qui peut prendre du temps, au début, j'avais l'impression que je perdais mon temps, c'était passer des fausses visites. Je savais très bien que ce bien-là n'allait pas m'intéresser, mais j'y allais quand même pour pouvoir serrer la main de l'agent immobilier et m'entretenir avec lui et repartager exactement le descriptif de ma recherche. Donc au début, oui, je me déplaçais, je savais très bien que j'allais revenir avec pas grand-chose, mais le plus important, c'était le contact. Il faut savoir que sur les 3 dernières acquisitions que j'ai faites, il y en a 2 qui ont été faites grâce à du off-market. Donc justement, ils sont venus à moi. La première, c'est que j'allais visiter un bien pas forcément intéressant. Et le jour J, l'agent IMO m'a dit, par hasard, j'ai quelque chose pour vous, venez, on va le voir. C'était la bonne affaire, j'ai pris celui-ci. Et une résidence principale de ma dernière acquisition, où c'était vraiment l'agent immobilier du coin, qui m'a contacté en disant « j'ai quelque chose pour vous, pas encore sorti, venez le voir » et ça a été également une bonne affaire. Et ce qui est super intéressant, je rebondis sur ce que tu as dit, c'est que sur les 2 personnes qui vont vous appeler, peut-être sur les 10 agences que vous avez fait, vous allez devoir aller, comme a dit Émeric, aller serrer des mains, aller passer du temps avec cet agent-là pour lui montrer, pour affiner votre recherche, pour lui montrer ce que vous voulez, ce que vous recherchez. Il ne va pas vous trouver la première fois, ou alors c'était rare, le bien idéal. Donc il faut aller avec lui sur place, affiner au fur et à mesure votre recherche, lui montrer ce que vous voulez pour pouvoir après avoir quelqu'un qui sait exactement ce que vous recherchez et qui vous trouve des biens. Sinon, vous allez perdre du temps tout le temps. Donc il faut faire cette démarche-là, d'aller sur place avec la personne que vous avez sollicitée. Même si vous savez que le bien ne va pas correspondre, vous y allez quand même et vous affinez la recherche au fur et à mesure. Ce bien-là, comment tu l'as trouvé? Je suis entré dans la boucle également. Hein. Tu nous as aidé un petit peu à le trouver. On est proche de Paris, dans un lieu très très proche. C'était un secteur que je n'avais pas pris le temps d'investir.
parce qu'il y a énormément de choses. Donc là, j'ai préféré faire appel à une aide un peu plus extérieure qui était plus implantée localement. Ce bien-là, il l'a acheté l'année dernière en 2022. Là, les travaux sont en train d'être finis, il est en train de meubler. Donc, il va me mettre en indication sur la rentabilité brute, on est à plus de 10% de renta. Donc, pour tous les gens qui pensent que c'est pas encore possible, ou que ce n'est plus possible, en tout cas, d'investir proche Paris avec des rentas élevés, juste pour vous dire que c'est faux, c'est des conneries. Il reste des opportunités, il faut les chercher et il faut les créer surtout. Là, on va voir que Enric a divisé le logement en 3 parties et qu'il va pouvoir louer de façon distincte, avec des modes et des stratégies locatives qui sont différentes. Encore une fois, on va en parler, mais pour lisser le risque et avoir plus de rentabilité. Est-ce que la partie gestion des travaux a été compliquée? C'est toujours un stress. On se pose toujours la question, est-ce que l'on fait le bon choix? Est-ce que on va pas avoir des mauvaises surprises? Est-ce que l'entrepreneur que l'on prend est le bon? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Cet aspect confiance, pour moi, a été le plus dur à maîtriser. J'étais pas très loin, mais malgré tout, vu que j'avais 2 projets en même temps, celui-ci et un autre, celui-ci étant le plus à distance, j'ai réussi à avoir le partenaire presque idéal qui me partageait, qui me faisait remonter l'évolution des travaux, également avec des initiatives qui correspondaient à chaque fois à ce que je souhaitais. N'hésitez pas, quand vous avez des entrepreneurs qui font des travaux, si vous ne pouvez pas passer de façon régulière, à lui demander des comptes rendus photos, qui vous envoie les photos du bien au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Ça vous permet, de voir l'avancement et de checker qu'il y va régulièrement, parce que quand vous n'êtes pas sur place, ça peut arriver que l'entrepreneur, pendant 2-3 semaines, même 1 mois, des fois, il n'y est pas. Donc, demandez-lui un rapport photo régulier, 1 fois par semaine, et essayez quand même d'y aller, même si vous ne pouvez pas y aller de façon régulière et vous ne pouvez pas y aller tout le temps. Essayez d'y aller au moins 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines, pour faire un point avec lui sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas, s'il y a des problématiques qui ont été rencontrées. C'est important de toujours garder une relation et garder le dialogue, que ce soit avec les entrepreneurs, avec les agents IMO, avec tous vos partenaires en fait. N'hésitez pas même à l'inviter à manger à midi quand vous allez sur place. Comme ça, vous pouvez faire un point, c'est plus détendu et vous pouvez checker tout ce qui n'a pas été ou s'il y a des problématiques qu'il a rencontrées ou si vous voulez changer d'aménagement en cours de route. Ça arrive des fois au fur et à mesure qu'on passe les travaux. Je pense que tu as eu des changements sur l'aménagement. Donc, ça peut arriver qu'on ait des points affinés. C'est important de garder le contact avec l'entrepreneur. Tu as fait beaucoup de changements sur ta configuration initiale? C'était sur de l'ameublement intérieur, entre guillemets, où c'est que l'on pouvait redéfinir tel ou tel endroit sur une position de meuble, une position de cuisine, une position de porte. J'ai mis des portes à galandage, des portes qui s'ouvrent pour optimiser les espaces, des choses comme ça. Changer un escalier, changer une porte de garage. Oui, ça, on peut au fur et à mesure s'apercevoir qu'on peut aller encore plus loin dans l'optimisation de l'espace, surtout quand le mètre carré coûte très cher. Le moindre centimètre est important. Donc, on a vu la partie travaux. Maintenant, au niveau de tes objectifs, c'est quoi tes objectifs dans l'humour? Qu'est-ce que tu veux faire? Début 2022, c'était le but du jeu, il faut qu'on ait 10 appartements par an. On arrive à 9 biens. En combien de temps? En 6 mois. En 6 mois, on se retrouve avec un total de 9 biens. Donc 2022, on a bien charbonné, surtout que c'était au début. Il n'y avait pas encore la difficulté du ratio d'endettement, etc. Que c'était les premiers, entre guillemets. Maintenant, il va falloir aller chercher avec d'autres leviers, sociétés ou autres, pour pouvoir aller chercher d'autres leviers bancaires. Au minimum, on restait sur 5 lots, entre guillemets, qu'on appelle lots, soit de la coloc, soit du immeuble de rapport ou de l'appartement divisé. Mais 5 par an, ça peut être bien pour les 2-3 prochaines années. Et après, on va voir comment on peut gérer les exploitations tout en maintenant le côté salariat qui, pour moi, est toujours très prenant. Et surtout, je me suis rendu compte, avec maintenant 9 biens, il y a quand même une charge mentale derrière qui fait que pour les travaux, il faut être présent. Pour chercher la recherche de biens, il faut être présent, se déplacer. Les soucis, même si ça fait partie du jeu, mais les challenges que les locataires peuvent nous ramener, il faut être présent, il faut pouvoir répondre s'il y a une fuite, s'il y a un challenge, s'il y a un non payé, il y a de l'administratif. L'administratif, il est là, il est lourd et il faut quand même le gérer et c'est jamais une chose qui est la plus sexy dans la règle du jeu. Si on peut continuer à avoir plus ou moins tout le temps un petit bien en cours, ça peut être intéressant. C'est ça le but. Il avait des objectifs d'une dizaine de biens par an. Donc l'année dernière, sur 2022, on arrivait à 9 biens. Donc on se rapproche de cet objectif, qui est un objectif élevé, tout le monde ne peut pas faire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu fixes d'abord des objectifs,
Et ensuite, tu mets une carte en place pour faire étape par étape et atteindre tes objectifs. Et là, c'est ce qu'a fait Émeric. Il a réussi à atteindre son objectif grâce à ça. Vous ne pouvez pas vous lancer en fait sans objectif chiffré. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se lancent, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans l'immobilier. Et si tu ne sais pas ce que tu veux faire, c'est difficile d'avancer. C'est comme dans tout dans la vie. Il faut avoir d'abord un objectif et te dire, bah voilà, pour l'atteindre, quelle étape je dois mettre en place. Et petit à petit, tu montes les échelons et tu vas arriver à ton objectif final. Donc là, c'est ce qu'a fait Émeric. Et est-ce que tu as rencontré, c'est quoi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées? Ouais, au début, c'était de se positionner, toujours comme je reviens sur une histoire de confiance. Est-ce que je me positionne là? Est-ce que c'est le bon? Le doute fait partie également de l'environnement de l'investisseur. Donc passer outre ce doute et le temps, toujours aussi le temps qu'il nous faut pour pouvoir analyser, le temps qu'il nous faut pour assimiler le fait que l'on passe à l'action, la difficulté du spectre. Vous êtes confiant, vous vous êtes développé personnellement et il y a toutes ces personnes autour qui ne comprennent pas forcément ce que vous faites, qui peuvent être également des contraintes que j'appelle, qui peuvent dire mais pourquoi, attention, c'est risqué. Je me souviens encore de la génération de mes parents qui disaient il ne faut surtout pas s'endetter, c'est risqué d'avoir un endettement. Maintenant, quand j'arrive au repas de famille et que je dis je cherche à avoir le plus d'endettement possible parce que c'est un énorme levier, personne ne comprend. Ça, il faut faire attention. En fait, quand vous allez faire des investissements et surtout quand vous faites des très gros projets et que vous réalisez vous-même les travaux, lorsque je ne vous conseille pas, vous êtes incompris. Vous allez voir que les gens autour de vous ne vous comprennent pas forcément et c'est ça qui est difficile, c'est la vision que vous avez. Et sans le faire exprès, ils peuvent vous décourager. Vous pouvez tomber, moi j'avais des gens de ma famille qui venaient visiter ce que j'étais en train de faire et qui me disaient « Oh, t'as du travail là, il te reste un paquet de travail. » Et quand toi t'es tous les jours dedans en train de bosser, bah, ça peut être décourageant, des fois les gens ne s'en rendent pas compte. Essayez de vous entourer de gens, pour la partie investissement en tout cas et entrepreneuriat, qui sont comme vous, qui ont les mêmes objectifs, qui ont envie de faire de l'investissement immobilier, qui ont envie de faire de l'entrepreneuriat, sinon vous risquez d'être pas compris, de vous isoler. Évitez de vous isoler, participez à des événements, sinon à des séminaires, des masterminds, à des apéros IMO qui sont gratuits même, dans lesquels vous allez pouvoir échanger avec d'autres investisseurs et qui vont vous partager les problèmes qu'ils ont rencontrés, qui vont vous partager aussi les réussites qu'ils ont et vous, avec lesquels vous allez pouvoir échanger aussi sur vos problématiques. Des fois, plutôt que rester bloqué, profitez du cerveau collectif, profitez du fait que vous êtes en groupe pour résoudre des problèmes. En parlant avec des gens et des autres investisseurs, vous allez voir qu'ils peuvent vous trouver des solutions à vos problèmes. Donc avoir l'épargne dans moi a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc j'ai sollicité pour toutes mes acquisitions la même banque, celle dans laquelle j'avais la petite épargne qui rassurait monsieur le banquier. Ça, c'est aussi un point qui est bien et que vous pouvez vous servir quand vous cherchez des financements. Il ne faut pas avoir 10 banques, ça ne sert à rien. Mais aujourd'hui, être multibancarisé, avoir 3-4 banques, c'est important. Émeric, il avait de l'épargne, comme il a dit, dans plusieurs banques. Et c'est bien aussi d'avoir des comptes courants avec des cartes bancaires, des cartes que vous allez utiliser. Vous allez faire monter les comptes. Ça va vous permettre d'améliorer votre note bancaire. Dans chaque établissement bancaire, vous avez des notes. Le fait d'aller solliciter des établissements dans lesquels vous êtes déjà et pour lesquels vous avez une bonne note, parce que vous avez une gestion bon père de famille et vous avez mis de l'épargne un peu partout, vous avez peut-être mis des produits et services aussi. Aujourd'hui, les banques font des assurances, font de la téléphonie. Donc, vous allez être équipé auprès des banques. Le fait d'être équipé, ça vous permet d'avoir une bonne note et de pouvoir solliciter ces banques-là le jour où vous avez besoin d'un financement. Comme l'a dit Émeric, le fait d'avoir de l'épargne, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, avoir de la trésorerie. Vous voulez devenir investisseur immobilier, on voit qu'Émeric, il a enchaîné les acquisitions, puisqu'il est aujourd'hui à l'offlow. Il a eu besoin d'avoir de la trésorerie. Il ne l'a pas forcément utilisé parce qu'il va me dire le financement qu'il a obtenu, mais il avait quand même de la trésorerie. Mais c'est important de l'avoir parce que quand vous allez multiplier les acquisitions, au bout d'un moment, la banque va vous demander d'avoir de la trésorerie. Elle va vous demander de mettre vos billes dans l'opération parce qu'elle veut bien vous accompagner, mais elle a besoin aussi de voir que vous avez conscience en ce que vous faites, que vous êtes impliqué. Et pour ça, elle va vous demander de l'épargne. Donc c'est important d'avoir toujours de la trésorerie et de pouvoir l'utiliser si besoin. Bien entendu, vous allez chercher un financement à 110%, mais c'est important d'avoir la possibilité de mettre de la trésorerie s'il y a besoin. Il a sollicité une banque qui l'a accompagné pour l'intégralité de ses biens. Et c'est pour ça que je vous dis, une fois que vous trouvez le bon partenaire bancaire qui vous fait confiance, qui a confiance en vous, qui vous a financé un bien, il n'y a pas de raison qu'il ne vous finance pas les autres. Alors bien entendu, ils ont des délégations, ils ont des militants en agence pour lesquels ils peuvent vous accompagner. Mais plus vous allez inspirer confiance à la personne que vous avez en face de vous, votre interlocuteur, avec qui vous allez essayer de nouer un lien de confiance et un vrai partenariat, vous montrer que vous êtes là aussi pour jouer le jeu, plus vous allez avoir la possibilité
d'avancer sur des opérations. Du coup, c'est quoi les financements que tu as obtenus, sur combien de temps, combien d'apports tu as mis, est-ce que tu avais dû différer? Bon, juste avant ça, je veux repréciser pour ma stratégie également, c'était de faire un maximum d'investissements locatifs avant d'aller sur la résidence principale. Donc ça aussi, je l'ai partagé avec mon partenaire bancaire, où c'est que je lui ai dit, je vais aller sur 2 voire 3 achats en locatif avec du très bon rendement. Et ensuite, lui-même m'a dit, ok, là par contre, monsieur, il faudra investir pour le prochain sur de la résidence principale. Ce que j'ai fait. Donc, j'ai également travaillé main dans la main, on a construit le projet ensemble. Il m'accompagne pour du locatif et ensuite je le lui rends en lui ramenant également la résidence principale. La résidence principale, ça va lui dire que voilà, vous êtes engagé avec lui sur la durée, puisque vous allez prendre un bien dans lequel vous allez vivre, et ça a un côté rassurant pour le banquier. Et en plus, vous voyez qu'il a pu modeler son projet en fonction aussi de son interlocuteur. Son interlocuteur lui a dit, bah ok, je t'accompagne sur du locatif, mais le prochain, ce sera de l'ARP. Mais c'est pas grave. Et au contraire, c'est bien. Il a négocié le fait de déjà pouvoir faire un prochain bien. Donc ça veut dire qu'avant même d'avoir signé définitivement le premier, il savait déjà qu'il avait l'opportunité d'aller encore sur une autre opération. Donc c'est ce que vous devez faire. Plutôt que négocier le taux, des fois, négocier plutôt le fait de pouvoir enchaîner les acquisitions et enchaîner les biens. Du coup, c'est quoi les conditions que tu as? Alors, les conditions sur 2022, donc j'ai acheté le premier bien, j'ai eu un acte en main, donc je me suis financé à 110% sur 25 ans, avec 24 mois de différé, et un taux tout proche des 1%. Un acte en main, c'est le fait de pouvoir rentrer les frais de notaire dans le prix global de l'acquisition. Ça veut dire qu'il n'a rien eu à sortir, il s'est fait financer à 110%, il n'a pas mis d'apport dans son projet. Il a eu du 25 ans avec 24 mois de différé. Vous voyez les conditions un petit peu, et sur les autres, qu'est-ce que tu as eu? On est très proche. Donc le deuxième, donc celui-ci dans lequel nous sommes, qui se finalise, donc j'ai eu également du 25 ans, pas d'acte en main pour celui-ci, mais du 25 ans, 24 mois de différé. On avait pris 3-4 mois, donc à peu près 0,5% de plus, donc on est sur du 1,50 au niveau du taux. Voilà, le seul apport et également une grosse enveloppe travaux qui représente à peu près 30% du prix d'acquisition financé également. Et ça, c'est pareil, restez toujours dans des proportions qui sont celles-ci, à peu près un tiers pour les travaux du montant du prix du bien. Essayez de ne pas avoir un montant de travaux à peu près équivalent au montant d'acquisition, parce qu'aujourd'hui, les banques, c'est des financements qu'elles n'affectionnent pas. Mais là, voilà, c'est passé nickel, il a eu le financement sur la totalité. C'était 25 ans plus 24 mois de différé, ou compris dans les 25 ans? Non, c'est 23 plus 2. 23 plus 2. Donc c'est quand même des conditions qui sont quand même idéales pour les investisseurs. Vous pouvez encore aller chercher un peu plus, mais aujourd'hui avec les règles du HCSF, on ne va pas y revenir dans cette vidéo-là, on a fait pas mal de vidéos dessus, mais on est bloqué à 25 ans dans la plupart des cas. Donc, vous avez 23 ans plus le différé, ou 22 ans plus un différé de 3 ans, mais en tout cas, là au niveau des conditions, voilà, 0 € d'apport encore une fois. C'était quel mois l'année dernière, en 2022? Le dernier c'était au mois de, oui, je pense que c'était septembre, octobre. Donc vous voyez, on est quand même en fin d'année, ça devait être octobre, le temps que tu signes à peu près que les travaux soient réalisés. Donc on était sur octobre 2022, donc vous voyez que même dans des périodes très complexes, c'était la période qui était la plus complexe, le dernier trimestre de l'année dernière. Et il a quand même eu un financement à 110% sur 25 ans. Donc vous voyez, c'est largement faisable, tout dépend de votre interlocuteur bancaire. Et pour ça, il faut connaître un peu les différents systèmes de financement. Les banques ne financent pas tous sur les mêmes durées, ne financent pas tous avec les mêmes conditions. Et c'est pour ça que c'est important de connaître les banques qui financent avec quelles conditions. Vous allez pouvoir optimiser vos recherches et vous allez pouvoir surtout trouver l'interlocuteur qui correspond à votre projet. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, l'immobilier, c'est une passion et tu vois vivre de l'immobilier? Ça reste une passion, c'est sûr, mais vivre de l'immobilier, il faut se projeter dans le temps et dans les années. Si je reviens au tout début, avant que ce soit une passion, j'ai dû me former, j'ai dû me développer personnellement. L'investissement sur soi-même. Donc je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait sans avoir la connaissance au niveau de la fiscalité, la bonne stratégie, le financement, aller chercher et construire le dossier. C'était très important au tout début. Donc oui, ce développement personnel m'a argumenté également le fait que j'étais passionné sur ça, le petit bricolage et autres, et j'ai voulu élargir la palette et passer à l'action. Maintenant, je vais continuer à investir.
Je pense que j'aurais beaucoup de mal parce que j'ai également un métier passion et j'aurais beaucoup de mal à arrêter mon salariat qui me prend beaucoup de temps. Donc il faut que je jongle entre les deux et que l'on réussisse à faire un petit peu un aléa entre le temps passé pour le travail de mon salariat et également le temps passé sur les futurs investissements, le temps qui est nécessaire pour faire le suivi de la recherche, de la gestion des locataires et tout ça. Donc, c'est pas facile, mais on reste sur des développements malgré tout sur du long terme avec l'immobilier. Pour finir sur ce bien-là, est-ce que tu peux nous parler des stratégies locatives que tu vas utiliser? Alors cette maison, on l'a divisée en un T2 et deux studios. Je les ai tous meublés pour faire au niveau fiscalement du LMNP, la location meublée non professionnelle. Avec deux stratégies à la base, potentiellement de la courte durée, du Airbnb, pour aller vraiment chercher de la rentabilité et du gros cash flow. Je vais rester, je pense, sur du bail locatif plus standard pour peut-être ce T2, pour aller chercher une rentabilité correcte, mais avec moins de roulement dans les locataires. Sur les deux autres studios, je vais faire un focus, vu ma localisation qui est plutôt premium, avec des moyens de locomotion publics. J'ai un bus, j'ai un tram à 300 mètres qui me permet d'aller chercher de la location via un bail mobilité. Tout à fait. Donc le bail mobilité, le gros avantage, c'est que vous êtes entre la location longue durée et la location courte durée. Vous avez les avantages de la location courte durée, entre guillemets, puisque vous allez pouvoir louer plus cher. Et vous avez des avantages de la location longue durée aussi, puisque vous avez quelqu'un qui va être là pour plusieurs ans. Donc vous allez avoir un turnover qui est moins important. Ça va être moins contraignant au niveau de la gestion. Après, tout est une question en fait de mise en place, de roulement, d'avoir les bonnes équipes, encore une fois, pour pouvoir déléguer ça. Et pouvoir passer le moins de temps dans vos biens et vous concentrer plus sur la recherche de biens et aller chercher encore plus de biens pour générer encore plus de patrimoine, parce que plus vous allez acheter, plus vous allez vous servir de l'échelle du crédit, si c'est fait intelligemment, et plus vous allez vous enrichir. Donc c'est important de consacrer ses tâches et consacrer son temps aux choses qui peuvent nous rapporter de l'argent et pas aux choses qui sont inutiles pour faire des économies de bout de chandelle. Quelle est la plus grosse crainte que tu as dans l'immobilier? Alors, définitivement, pour moi, ce sera j'ai très peur du risque caché. J'ai très peur de me positionner sur un bien. Celui-ci dans lequel on est, c'était une très vieille maison. Il y avait vraiment, quand on l'a visité, il y avait des photos des enregistrements il y avait des photos de la mamie avec le canapé, le petit juponnage, la télé, mais la télé des années 50. J'avais une 4L dans le garage toute poussiéreuse. J'avais très peur d'enlever une plaque de bois et d'avoir une mérule derrière, d'avoir des infiltrations folles, des murs qui se désagrègent. J'ai très peur de ça à chaque fois. Donc j'ai besoin de passer outre et de me faire rassurer par mes prestataires et j'ai des personnes qui m'accompagnent également. On a toujours besoin d'avoir des conseils à droite à gauche. Donc ça me prend un peu plus de temps, mais j'ai besoin de se rassurer sur ça pour pouvoir me projeter. Et pourtant, c'est marrant, parce que tu as levé combien en 2022? On n'est pas encore au million, mais on s'en fauche, on est aux alentours de 800 000 euros. Et il a levé 800 000 euros pour une valeur aujourd'hui actuelle avec les travaux. Il a plus d'1 million de valeur sur les biens qu'il a levés. Et tu n'as rencontré aucun problème, aucune grosse difficulté? Non, ça s'est plutôt bien passé. C'est que les biens en location sont bien loués et tous bien payés. Ces travaux se terminent avec un résultat qui nous enchante et on est très ravis de pouvoir rapidement le mettre en location. La résidence principale, on y est à l'intérieur, les travaux se sont bien passés. Voilà, donc pour l'instant, tout avance bien. Mais au fond de moi, j'ai toujours cette crainte-là qui dans les recherches. Et c'est marrant parce qu'au final, il a un patrimoine aujourd'hui qui est de plus d'1 million, il n'a rencontré aucune difficulté. Et il y a toujours cette appréhension, mais cette appréhension déconne en fait. Parce que le fait que vous ayez de l'appréhension, vous allez surveiller plus les choses, vous allez être plus attentif. Et du coup, ça vous met toujours une petite alerte. Vous faites attention à ce que vous faites. Quand vous êtes trop confiant, c'est jamais bon d'être trop confiant. Et c'est là qu'il peut y avoir des problématiques. Aujourd'hui, il arrive en 9 lots, donc il a pu enchaîner les acquisitions. Il n'a pas rencontré de problème majeur, mais il est toujours en alerte. Et ça, c'est important. Il ne faut pas prendre trop confiance et se dire c'est bien, tout roule, j'en ai déjà fait 9,
je vais en faire encore 10 l'année prochaine, il va y avoir aucune difficulté. Il y a toujours des difficultés, des fois, c'est le moment où vous y attendez le moins. Mais ces difficultés-là, il faut essayer de les anticiper, et quand vous ne les anticipez pas, vous verrez qu'il y a toujours une solution. Chaque problème a sa solution, donc il n'y a pas de problème en réalité. S'il y a vraiment un problème et que vous n'avez pas de solution, mais il n'y a pas de solution. Ça ne sert à rien de trop se casser la tête et trop réfléchir. Si vous ne pouvez pas passer outre, vous ne pouvez pas passer outre, c'est tout. Mais en général, quand vous avez un réseau de qualité et quand vous avez l'habitude à force de faire des opérations, vous verrez que vous trouverez la solution. Et pour rebondir, ça reste un apprentissage. Alors, on apprend, à chaque fois que je viens dans ce bâtiment, c'est que c'est celui qui m'a demandé le plus de travaux et de temps et d'investissement. À chaque fois que j'ai appris, j'ai vu l'artisan, il a fait quelque chose de différent. J'ai appris d'un potentiel changement, ou alors encore aujourd'hui, quand je visite, je vois comment j'aurais pu encore plus optimiser ou changer. Donc c'est vraiment, voilà, on apprend et la prochaine fois, je ferai encore mieux mes plans 3D, je ferai encore mieux mon sketch pour l'optimisation, je ferai encore mieux mon développement et ma recherche pour anticiper plus la stratégie de location, les loyers que l'on peut aller chercher. Voilà, à chaque fois, je pense que on apprend pas forcément de ses erreurs, mais on apprend avec le temps qui passe de son activité. Et si tu devais t'imaginer dans 3 ans, tu as atteint tes objectifs que tu t'es fixés, qu'est-ce qui a fait que tu as atteint ces objectifs-là? Il faut de la volonté, il faut du courage, je pense forcément, hein, il faut y aller, il faut avoir la vision court terme, moyen terme. Il faut être accompagné avec des prestataires, mais il faut être également accompagné dans le cocon familial très proche. Il faut que ça reste, peut-être qu'il y a une personne qui est plus ou moins un leader, mais la personne qui nous accompagne, elle est forcément investie. Et il faut qu'on avance à plusieurs. Voilà, c'est ça, il faut réussir à se projeter. Ouais, c'est la détermination qui fera la différence. Et puis c'est important d'être aussi entouré. Je pense ton épouse, qui est quand même si peut-être qu'elle n'est pas autant investie sur le projet que toi, mais qui est derrière toi et qui t'encourage quand même pour faire tes projets. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important, d'être bien entouré, effectivement, et surtout pas perdre sa motivation, être toujours déterminé dans ses projets. Jamais lâcher, parce que le jour où vous êtes plus motivé, vous n'avez plus envie de faire ça, c'est difficile si ça ne vous plaît pas de faire quelque chose. Si c'est juste pour les sous, vous verrez que c'est très délicat et vous perdrez vite votre motivation, parce qu'il y a quand même des contraintes. En termes de temps, ça t'a généré quand même, ça t'a pris du temps de mettre tout ça en place. C'est sûr. Même si tu as réussi à déléguer, à t'entourer d'équipes et qu'on a pu avancer ensemble sur ça, tu as quand même une partie qui t'a pris du temps, parce qu'il ne faut pas rêver, c'est quand même du suivi, c'est quand même de l'implication. Donc ceux qui pensent que vous pouvez réussir à faire beaucoup d'investissements sans mettre la main à la pâte, sans que ça vous demande du temps, c'est faux. Il faut vraiment être conscient de ça, ça va vous demander du temps. Donc soyez conscient que l'immobilier, l'entrepreneuriat, c'est du temps. Même si vous déléguez, c'est pas possible de tout déléguer, que tout roule sur des roulettes. Il faut vous impliquer, vous êtes obligé d'être là et surtout rester déterminé. Et puis le temps, oui, mais c'est quelque chose qui est très à la mode, ce que je vais dire, mais cette fameuse charge mentale, moi, dans le cadre de l'immobilier, elle était très présente. Je rentrais le soir, je finissais ma journée de travail, je me mettais sur mes petits projets immobiliers. Ok, on travaille, on va se coucher, on est toujours en train de réfléchir, faire ces calculs de rentabilité, ils m'ont hanté. Je crois que je suis tombé à peu près dans toutes les virgules qui peuvent exister quand j'ai fait mes différents calculs, mes analyses. Donc oui, ça c'est très lourd personnellement. Merci Maureen, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu voir que c'est encore possible d'investir en 2022 malgré toutes les contraintes qu'on peut retrouver, que ce soit des contraintes bancaires ou le fait de trouver des biens rentables, ça existe encore partout. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à nous mettre un pouce bleu pour nous motiver, nous encourager à continuer, à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche. Merci beaucoup et à très vite. Merci, au revoir.